Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar ceea ce numim noi viitor e făcut din noi înșine. Da, viitorul este oglinda a ceea ce vrem să fim. E o oglindă cu geometrie variabilă. Ne uităm la noi și ne inspirăm pentru a ne replica ființa în afara noastră. Am creat forme de inteligență artificială inspirându-ne din creierul nostru. Construim roboți inspirându-ne din alcătuirea corpului nostru. Lumea digitală e o replică a lumii noastre reale, de care tragem ca de un elastic, dându-i forme nebănuite, făcute din biți. Un lucru esențial stă ascuns aici ca un secret adăpostit în plină lumină. Noi suntem propria noastră sursă de inspirație. Corpul nostru e cea mai înaltă formă de tehnologie biologică. Când te uiți la tine în oglindă, vezi în jur de 37.000 de miliarde de celule. Da, cam atâtea celule numără trupul tău. Tu nu le vezi, dar tu asta ești, aceste mii de miliarde de celule și relațiile dintre ele care creează funcții, organe și te-au pe tine ca destinație finală. Ceea ce vezi e alcătuit din ceea ce nu se vede. În vizibil se ascunde invizibilul. Treaba asta se știe de multă vreme. În cultura orientală, pe meleagurile indiene, s-a găsit și cheia cu care poți călători din lumea văzută în cea nevăzută. Se numește yoga. Cuvântul vine din rădăcina sanscrită yuj, care înseamnă a aduce la oaltă, a uni. Yoga este această aducere la oaltă a lumii vizibile și a lumii invizibile. În yoga se unește văzutul cu nevăzutul. De ce vorbim despre yoga la o emisiune despre tehnologie? Pentru că yoga asta este, tehnologia sufletului întrupat în corpul tău. Prin yoga, indienii cred că pot uni sufletul tău individual, Atman, cu sufletul universal, Brahman. În creștinism se urmărește același lucru. Omul se unește cu Dumnezeu, creatorul lui și al universului. În toate credințele și religiile lumii, omul caută să se topească în cel care l-a zămislit. Am invitat la emisiunea Noi venim din viitor pe o veche prietenă care este unul din reperele școlii de yoga franceze. A publicat mai multe cărți excelente despre cum să respirăm corect, cum să mâncăm corect, cum să ne ținem drepți, iar în ultima carte ne dezvăluie misterele ascunse în practicile yoga. 52 petits leçons de philosophie de yoga, adică 52 de mici lecții de filozofie yoga, e o bijuterie de carte semnată de Yael Bloch. Se citește ușor și este foarte frumos ilustrată de Aurélie Lequeux. A apărut la editura franceză La Plage și poate fi găsită la librăria franceză Chiralina din București. Yael, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Toi, tu viens du futur, du passé, avec un super cadeau, un livre qui nous plonge dans les subtilités philosophiques du yoga. Quand on dit yoga, on pense par réflexe à la respiration et à certaines postures corporelles. C'est ce que l'on voit. Mais derrière ce que l'on voit, il y a quelque chose que l'on ne voit pas. C'est l'innommable caché en nous, l'invisible qui donne sens au visible. Tu as approché ce thème dans ton dernier livre, 52 petites leçons de philosophie du yoga. Qu'est-ce que tu as découvert en écrivant ce livre? Tout ce qui est dans ce livre, toute cette philosophie du yoga, ça m'habite depuis que j'ai fait l'école française de yoga, c'était en 2005, donc ça fait un bout de temps. Et en fait, je croyais transmettre ça à mes élèves parce que je me sentais tellement habitée par tout ça et que c'est cette partie-là du yoga, cette philosophie, ces textes qui m'ont le plus transformée, moi, plus que le postural ou la respiration. Et donc, je pensais honnêtement transmettre tout ça dans mes cours de postural. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et donc, j'ai commencé à me demander comment je pouvais transmettre un enseignement structuré, simple, à la portée de tout le monde. Et
ce livre, les Home 32 petites leçons de philosophie du yoga, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose que j'ai mis en place dans mes cours une année. J'ai décidé de dédier 5 minutes par cours à un thème de la philosophie du yoga, à un extrait de texte, etc. Et c'est ça ce sont ces notes et ces petits bouts de cours que j'ai donnés pendant une année, que j'ai repris pour en faire vraiment un livre, parce que ça m'a transformée et parce que je crois que aujourd'hui les gens sont prêts à aborder cette philosophie. Il y a déjà plein d'aspects qui sont rentrés dans le domaine courant, qui sont autour de nous, qui sont venus vers nous par différents biais, que ce soit par une meilleure connaissance de l'Inde, que ce soit par les neurosciences aussi, par du vocabulaire qui s'est introduit petit à petit et qui est devenu familier, comme karma. Tout le monde parle de karma aujourd'hui. Ils ne savent pas forcément exactement ce que c'est, mais voilà, c'est présent dans notre société. Et peut-être je vais rebondir sur ce que tu disais sur ce que tu disais dans ta présentation sur le fait que le yoga relie, donc le yoga ça veut dire union comme tu l'as rappelé, et ça relie le visible et l'invisible. Et ça c'est un aspect tout à fait vrai, enfin, c'est vraiment une très belle façon de l'exprimer. Et c'est déjà présent dans une très vieille Upanishad. Donc les Upanishads, c'est les vieux textes. C'est dans une des Upanishads qu'on commence à utiliser le mot yoga en tant que discipline unitive spirituelle. Et dans cette Upanishad, la Taittiriya Upanishad, il y a l'ébauche de la théorie des 5 enveloppes, où il y a transparaît exactement ce lien entre le visible et l'invisible dont tu parles. Puisque on serait fait de 5 enveloppes. La première enveloppe étant celle visible. Donc voilà, le corps, c'est la première chose que l'on voit de quelqu'un. Ensuite, il y a l'enveloppe de l'énergie, qui est, on sent quand on regarde un peu plus attentivement, est-ce que la personne est en forme, est-ce qu'elle est pleine d'énergie ou est-ce qu'elle est un peu fatiguée, un peu, voilà. Est-ce que ensuite la troisième enveloppe, l'enveloppe du mental, donc on va vraiment du plus grossier vers le plus subtil. Enveloppe du mental, donc c'est un peu plus subtil encore, et ça on voit pas, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens s'ils ne nous en parlent pas. Ensuite, une enveloppe de l'intuition. C'est encore une enveloppe du mental, mais une sorte de mental supérieur qui saurait les choses sans avoir à y réfléchir, pour lesquelles ce que nous avons à faire, dire et penser est juste une évidence en fonction de la situation et de ce que, moi j'aime dire, de ce que l'univers attend de nous. Ensuite, une enveloppe de joie, qui n'est pas une joie déclenchée par un événement heureux, mais une joie indépendante des conditions extérieures, et qui est là tout le temps en nous. Enfin, moi, ça m'a complètement bouleversée et changé ma vie, rien que d'être en contact avec cette idée, de se dire, mais il y a des gens qui croient à ça. C'est juste magnifique de penser qu'on a cette ressource à l'intérieur qui est inaltérable, qui est là pour nous, quoi qu'il arrive. Mais il faut savoir, le yoga va nous apprendre à nous relier à cette dimension-là. Et puis enfin, le noyau central, qui est le plus invisible de l'invisible, qui est notre partie infinie, incréée, éternelle, et qui correspond à notre âme, qui est, donc tu parlais de l'équivalence entre Atman, qui a donné d'ailleurs étymologiquement, âme est lié au mot sanskrit Atman, et qui est aussi de même, donc c'est à l'intérieur, au plus profond. Alors les Indiens ont une très belle expression, au creux de la grotte du cœur. Donc ça dit bien qu'il faut aller chercher, que c'est pas tout de suite accessible, et que c'est de même nature que tout ce qui nous entoure, Brahman.
Donc tu en as parlé aussi, cette équivalence, cette identité entre Atman et Brahman, et qui est vraiment le but avéré du yoga. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On peut vivre sans manger quelques jours, peut-être quelques semaines. On peut vivre sans boire de l'eau quelques jours, peut-être plus. Mais on ne peut pas vivre sans respirer. Et la respiration, c'est en fait cet échange entre l'intérieur de mon être et l'extérieur, l'environnement dans lequel je vis. Et à travers cette respiration, cet échange entre le in, le out, comme on dirait en anglais, cet échange-là, en fait, c'est ce qui est travaillé dans le yoga, en fait. Oui. C'est un peu la clé d'accès à cette partie invisible qui est en nous. Comment ça se passe pour toi? Tu pratiques ça. Moi, j'ai une vue plutôt théorique sur la chose. J'ai un peu pratiqué. Mais quand tu pratiques, du point de vue de la personne qui pratique cette discipline, comment tu vois la chose? Alors, c'est tout à fait exact ce que tu as dit, le prana. Donc, le prana, c'est cette sorte de substance, d'énergie vitale qui nous environne, qui nous met en interdépendance avec le monde entier, avec l'univers, avec les autres, et qui a aussi, dans les textes des Upanishads, parfois été présenté comme l'équivalent de l'Atman, parce que ça représente le cœur de ce que nous sommes. Et tu l'as dit, sans ça, on n'est plus là. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail qui se fait. Donc, ce prana, c'est beaucoup plus que la respiration. C'est cette sensation que quand j'inspire, je renais quelque part. C'est une vraie naissance à chaque inspiration. Et donc, ça nous met en lien à notre nature profonde. Voilà, c'est pas juste je prends de l'air, je prends de l'oxygène, je relâche du gaz carbonique, même si ça, c'est là aussi. C'est beaucoup plus profond, subtil, riche comme vision que juste la ventilation pulmonaire biologique. Et donc, par les exercices de respiration, qui sont le pranayama, on va développer une plus grande présence. En fait, on va aller de plus en plus en profondeur dans cette conscience de cette place qu'on occupe grâce au souffle. Donc, on fait la distinction entre respiration, qui est plus exactement la ventilation pulmonaire biologique, et puis quand ça s'affine, ça devient du souffle et ça devient beaucoup plus subtil et profond. En fait, ce souffle, c'est l'expression en quelque sorte de notre âme. Je t'écoutais, je me disais exactement. Que si on va dans l'étymologie des mots, en fait, il y a cette image qui m'est venue à l'esprit, qui se trouve au début de l'Ancien Testament de la Bible, quand Dieu a créé l'homme. Il a pris de la terre, un petit bout de terre, il a composé l'homme et puis il a soufflé sur ce bout de terre. Exactement. Donc, en fait, il a insufflé l'âme dans l'homme, dans la matière. Oui, exactement. Et l'âme, on va dire l'âme que Dieu a soufflé dans l'homme, c'est le souffle. C'est ça. Et si tu vois dans l'étymologie, le mot âme en français, ça vient du latin anima. Et anima, ça veut dire respirer. Absolument. On retrouve d'ailleurs en allemand aussi Atmen. C'est aussi la même racine que Atman et que l'âme. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on trouve vraiment dans les vieux textes cette équivalence entre le souffle et l'âme. Comment tu as écrit ce livre? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de savoir quelque chose et de le mettre dans un livre qui soit accessible au plus grand nombre. Parce que quand tu pratiques quelque chose, que ce soit le yoga ou autre chose, plus tu approfondis, plus tu deviens familier
avec ta discipline, puis quand tu essaies d'expliquer à d'autres qui n'ont pas touché à ce que tu fais, là, c'est pas évident. Comment tu as réussi à faire relever ce défi? Parce que j'ai lu ton livre et ce que j'ai énormément apprécié, c'est aussi ce côté accessible. Il est vraiment... Tout le monde peut comprendre ce qu'il y a dedans, quoi. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. C'est de transmettre. En fait, j'aime transmettre. Et je me suis beaucoup nourrie des réactions ou des questions de mes élèves pour comprendre ce qui pouvait... ce que je pouvais avoir à développer ou à expliquer d'une certaine manière pour que ce soit compréhensible. Et puis, je pense que c'est quelque chose que j'aime faire, de vulgariser et de mettre à la portée de tous des notions qui ne sont pas forcément toujours aussi simples. Et il y a peut-être mon esprit scientifique aussi, puisque à la base, je suis une scientifique, qui fait que je ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire que je fais jamais de phrases où on ne sait pas trop ce que je veux dire, ou en tout cas j'essaye, que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et d'amener chaque chapitre en fait dans un déroulement logique et compréhensible. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'ai beaucoup apprécié aussi les illustrations. Je ne connais pas la dame qui a illustré Aurélie, mais je les ai trouvées assez épatantes parce que puis la chromatique, c'est très... C'est un peu hypnotique. Oui, peut-être on peut montrer. On voit le livre, oui. Oui, mais des illustrations. Oui. Voilà. Toutes ces couleurs-là, presque fluorescentes, voilà. C'est très tendance, je pense. Oui. Alors ça, c'est l'éditeur qui choisit. Mais je suis très contente des illustrations, effectivement. Et en fait, c'est des illustrations à deux niveaux. C'est-à-dire que sur certaines illustrations, il y a des clins d'œil pour les connaisseurs. Les illustrations ne sont pas du tout choisies au hasard. Et donc, voilà, parfois c'est très simple, mais parfois ceux qui connaissent un petit peu plus le yoga vont se dire « Ah, voilà ». J'aimerais qu'on parle un tout petit peu aussi de ton côté roumain, on va dire. Tu as vécu quelques années en Roumanie, suffisamment de temps pour intégrer ce pays. Maintenant, tu es rentré en France avec ton mari. Comment tu ressens la Roumanie après ça fait quoi? Ça fait presque un an que tu es parti? Enfin, l'été. Je suis partie en fin septembre. Fin septembre, oui. Quelques mois. Quelques mois. Ça te fait quel effet la Roumanie après quelques mois passés en France? Alors, je ne le pensais pas, mais le fait de reposer les pieds sur le sol roumain, ça m'a fait quelque chose de très, très fort. Et l'impression de rentrer chez moi, étonnamment. Parce qu'après 11 ans à l'étranger, on n'est plus trop chez soi quand on rentre en France. Et finalement, c'est encore aujourd'hui plus familier d'être en Roumanie que d'être en France. Et donc, ça a été très émouvant. Et je suis que pour 2 jours ici, à Bucarest. Mais c'est une joie très grande de revenir sur le sol roumain, de revoir Bucarest, de revoir des amis, Voilà. C'est vraiment une grande joie. Est-ce que ça te tente de continuer à écrire? Parce que tu as écrit quelques beaux livres sur, comme je disais dans l'intro, sur la respiration, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, se tenir droit. Donc des choses simples, mais essentielles pour une vie correcte, quoi, au moins. Est-ce que tu as l'intention de continuer cette aventure de l'écriture? Alors, pour l'instant, ça n'est pas dans mes projets. Je n'exclus pas ça parce que j'adore écrire. Mais c'est vrai que ça se prêtait bien à ma vie d'expatrié parce que c'était facile à faire en expatriation. Aujourd'hui, je me dirige plus vers une pratique
de la yoga-thérapie en institution. C'est vraiment ça que j'ai envie de développer. Et comme l'écriture me prend beaucoup de temps, je sais que je ne pourrais pas tout faire pour l'instant. Donc je pense que ça reviendra certainement, parce que c'est une passion. Voilà, il y avait en questionnement avec les éditions La Plage toujours de réécrire le livre Respire en plus gros format. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que j'aurai de quoi en faire un grand livre. Mais voilà, ça viendra quand ça sera mûr. Oui, je pense que en ce qui concerne l'écriture, il y a quand tu écris un livre, en quelque sorte, tu mets une partie de toi-même dans ce livre et puis tu as quelque part besoin de récupérer un peu. Je pense que moi aussi j'écris, mais ça m'étonne quand je vois des auteurs qui écrivent des livres de 20, 30, 40 livres. Je ne sais pas comment ils font. Mais j'ai senti ça aussi dans ma carrière d'écriture. On a besoin de moments où on n'écrit pas, on aussi. Se recherche, la vie nous attend, quoi. Tu disais que tu aimerais travailler dans un hôpital. Oui. Si je comprends bien, le yoga a aussi une dimension thérapeutique. Oui. C'est quoi la yoga-thérapie? Alors, on dit le yoga est thérapeutique, mais ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que quand vous allez pratiquer le yoga, automatiquement, vous allez aller mieux. Sur tous les plans, peut-être pas exactement sur l'endroit où vous aviez envie de progresser, mais vous allez progresser. C'est systématique. C'est vraiment, même les médecins aujourd'hui ont tellement intégré ces bienfaits du yoga, déjà pour le corps, qu'ils conseillent maintenant à leurs patients d'aller pratiquer le yoga. La yoga-thérapie, c'est comme une post-formation par rapport au yoga. C'est-à-dire, en tout cas, mon enseignant qui est un médecin, le docteur Lionel Coudron, en France, lui-même est médecin généraliste et il a développé la yoga-thérapie. Donc, son enseignement s'adresse à la fois à des soignants et à des enseignants de yoga. Donc, il a réussi ce pari incroyable de créer un enseignement qui s'adresse à la fois aux deux, sans que ce soit inaccessible ni pour les uns ni pour les autres, et avec beaucoup de travail sur l'anatomie, la physiologie pour ceux qui viennent du yoga, et beaucoup de travail sur le yoga pour ceux qui viennent du milieu médical. Et donc, la yoga-thérapie, je dirais que c'est le pendant du yoga. En yoga, on fait attention à ce que les gens ne se fassent pas mal. Donc, on sait, s'il y a telle ou telle pathologie, on va éviter telle ou telle posture. En yoga-thérapie, on va avoir l'approche inverse, c'est-à-dire qu'on va, on a appris à, il y a telle pathologie, voilà tout ce qu'on va pouvoir proposer à la personne pour l'accompagner vers un mieux-être et peut-être même vers une guérison. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu es allé aussi en Inde, c'est le berceau du yoga. À la base, on est tous humains, on est tous pareils, mais en même temps, on vit dans des cultures différentes. Et je pensais à l'approche européenne, occidentale du yoga et à l'approche des Indiens qui l'ont inventé en quelque sorte. Est-ce que tu as ressenti une différence d'approche? Comment tu te situes? Parce que tu vis à l'ouest. Oui. Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est depuis le début du XXe siècle, il y a de gros échanges qui ont lieu entre l'Occident et l'Inde. Et l'Inde commence à avoir à cœur de montrer à l'Occident que le yoga a des effets thérapeutiques, justement, donc avec beaucoup de recherches, des instituts de recherche qui se créent autour de la pratique du yoga et qui étudient
voilà, qu'est-ce que cette pratique va apporter comme bénéfice? L'Occident est convaincu, mais en même temps, il y a des échanges qui ont lieu et l'Inde s'inspire aussi de l'Occident. Et elle s'en inspire à plusieurs niveaux. D'une part, au niveau de la pratique même, c'est-à-dire que le yoga en Inde va intégrer des pratiques de gymnastique occidentale. Donc ça, c'est début du XXe. Et par ailleurs, l'Inde va aussi prendre de l'Occident, à mon sens, une vision très teintée de culture judéo-chrétienne du yoga. C'est-à-dire qu'au départ, le yoga, quand on regarde les textes, c'est plutôt une pratique de solitaire qui va chercher, c'est le yogi qui cherche à tout prix à éviter la souffrance, à ne pas renaître et à ne pas revenir sur Terre, à ne pas se réincarner ou renaître dans une autre forme. Notre culture judéo-chrétienne va apporter quelque chose de très très beau à cette façon de voir les choses qui est un peu aride quand même, et c'est le souci de l'autre. C'est l'altruisme, c'est cette idée, et moi je l'ai reçue comme ça jusqu'à ce que je comprenne un jour que c'était finalement notre culture qui avait déteint sur la culture indienne. Que quand on va faire du yoga, c'est pas du tout une pratique pour nous, c'est une pratique qui, en nous permettant d'être mieux avec nous-mêmes, va nous permettre d'être mieux avec les autres et avec le monde. Et ça, c'est vraiment typiquement judéo-chrétien comme vision. Il y avait pas ça en Inde. Donc, mais l'Inde a pris ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez en Inde, on vous enseigne ça. Donc, il y a eu en fait des courants croisés où l'Inde aussi s'est inspirée de nous. Et moi, je parle de mariage heureux parce que je trouve que c'est magnifique de pouvoir que le yoga puisse évoluer avec ce qu'il y a de mieux de chaque culture. On est arrivé à la fin de l'émission, le temps s'envole à toute vitesse. Puisqu'on parle de robots dans cette émission, je vais te poser la question que je pose à tout le monde à la fin. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place, et toi tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Du yoga. Je n'étais sûr. El, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venind din viitor pe Yael Bloch, o yoghină din Franța care a publicat recent o carte admirabilă despre subtilitățile practicilor yoga. Om 52 petites leçons de philosophie du yoga, adică Om 52 de lecții de filozofie yoga. Este ilustrată spectaculos de Aurélie Lequeux și publicată la editura franceză La Plage. Cartea poate fi achiziționată la librăria franceză Chiralina din București. Mai multe despre Yael Bloch și proiectele ei puteți afla pe pagina yogaavecyael.com. Yoga avec Yael, Yael se scrie I-A-Y-A-E-L. yogaavecyael.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Noi venim din viitor. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.